Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui va pas tarder à démarrer. Avant de démarrer, juste pour vous dire que là, vous avez bien compris l'utilisation du chat. Il y a également la possibilité d'écrire vos questions et nous y répondrons soit au fil de la présentation ou en toute fin de présentation. Je vous propose de démarrer dans 2 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Eh ben, on va pouvoir y aller, je pense. On va commencer déjà par se présenter très rapidement. Moi, je suis Fatima Azaraba, cofondatrice et co-dirigeante d'entreprises engagées. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire et je suis accompagnée de Stéphanie Hamon et Sylvain Sauvage. Je laisse Stéphanie et Sylvain se présenter. Bonjour à tous, donc Stéphanie Hamon, je suis responsable développement durable et RSE chez BPI France. Et Sylvain Sauvage, bonjour à tous également. Je suis le responsable QSE de l'entreprise Vézère, que je présenterai dans quelques minutes. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va démarrer avec une petite introduction. Je vous rappelle que ce webinaire va durer une petite heure, donc jusqu'à midi. On va essayer de respecter le timing avec 3 quarts d'heure d'échange et de présentation et 10-15 minutes de questions-réponses. Alors pour démarrer, une petite introduction pour en savoir un petit peu plus sur Entreprises engagées et sur BPI France, et notamment les dispositifs proposés par BPI France. Également le retour d'expérience donc de Sylvain Sauvage, responsable QSE de Vézère. Et enfin, la partie questions-réponses. Et pour introduire ce webinaire, je vais rapidement présenter Entreprises engagées. Donc, certains d'entre vous connaissent déjà. On n'en est pas à notre premier coup d'essai et de webinaire avec BPI France, puisqu'on est partenaire de BPI France depuis quelques années. Cabinet de conseil RSE, on accompagne les entreprises de toute taille, en particulier les PME et les ETI, dans leur stratégie RSE. On est donc sur du reporting de durabilité, la notation EcoVadis, la stratégie RSE, ainsi que les bilans de gaz à effet de serre, SBTI, CDP, enfin tout ce qui tourne autour du climat. Voilà, donc je ne vais pas plus m'attarder sur Entreprises engagées. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet ou sinon me contacter via LinkedIn. Et là, pour démarrer, nous souhaitions aussi, avec Stéphanie, vous partager quelques données. BPI France, le Lab, a organisé une étude fin 2024, conjoncturelle, auprès des TPE et PME. Et l'idée, c'était de vous partager les quelques chiffres clés de cette étude. Donc, on vous a mis plusieurs slides avec du détail. On vous partagera la présentation. L'objectif pour nous, c'est de poser le cadre conjoncturel du moment pour les TPE et les PME. Donc, dans le cadre de cette enquête, on a le Lab qui a interrogé près de 40 000 entreprises de 1 à 249 salariés.
Cette étude a eu lieu en novembre 2024. Et l'objectif, c'était donc d'évaluer les perspectives sur l'activité, l'emploi, la trésorerie et l'investissement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que 2024 a été une année difficile pour les PME. Donc, je vais aller directement sur cette conclusion en fait de cette enquête. Donc, un tassement de l'activité pour les PME. C'est un ralentissement plus fort que ce qui était prévu pour les entreprises. Donc, des carnets de commandes qui sont un peu moins remplis. L'approvisionnement en forte baisse depuis 2022. Donc, en fait, on est dans une continuité quand même de ralentissement. Un ralentissement aussi côté emploi qui découle de ce tassement. Mais 74% des dirigeants déclarent ne pas avoir de difficulté à recruter quand il s'agit de recruter. Et les chiffres d'affaires qui croissent plus lentement qu'en 2023, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et en fait, ça se poursuit visiblement en 2025. Donc, je vais passer sur cette slide. Donc, les prévisions sont mitigées. On a des perspectives d'activité qui se dégradent dans tous les secteurs, sauf dans les transports. Toujours un ralentissement au niveau des embauches, une dégradation de la situation financière, donc notamment au niveau de la trésorerie et de la rentabilité des entreprises, des intentions d'investissement en baisse. Voilà, c'est des prévisions qui ne sont pas terribles, mais qui ne sont pas non plus catastrophiques. Donc, on vous a fait une petite slide concernant l'essentiel de l'enquête. C'est des années difficiles, 2024-2025, des incertitudes au niveau financier, mais dues aussi à un contexte particulier. Et puis, il y a un angle dans cette enquête qui est assez intéressant, c'est concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, finalement, on n'a pas tant que ça d'entreprises qui ont recours à l'intelligence artificielle générative. Ça augmente un peu. La moitié des dirigeants restent réfractaires. Et pourtant, c'est un sujet hyper important. Donc voilà, c'est un angle intéressant. C'était bien pour nous de poser ce cadre-là parce que ça permet de dire que la tendance économique globale est assez mitigée. Mais malgré tout, on a des signaux positifs, on l'espère, depuis 2 semaines, notamment pour le secteur du bâtiment, de la construction. Donc on va voir comment ça va évoluer tout ça, mais on souhaite que la stabilité politique soit de notre côté pour les investissements à venir. Et sans plus attendre et sans transition, on va passer à la suite et notamment le rôle de BPI-France dans ce contexte encore plus particulier, et comment BPI-France accompagne les entreprises et quelles solutions sont proposées. Stéphanie. Merci Fatima. Donc déjà pour commencer, pour dresser un tableau général des offres et solutions de BPI-France à destination des entreprises. Donc notre cœur de cible, je le rappelle, ce sont les TPE, PME, petites ETI principalement. Donc on intervient en financement garanti, en innovation, en investissement à l'international et également à l'accompagnement. Et au global, c'est plus de 60 milliards d'euros injectés dans l'économie en 2024, soit directement, soit indirectement, et notamment via les garanties bancaires. Et pour parler plus spécifiquement du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je rappelle qu'on a un plan climat qui repose sur 3 grands piliers. En prise directe avec les entreprises. Le premier pilier, c'est accélérer la transition des entreprises avec des solutions d'accompagnement et de financement. Le deuxième pilier, c'est assurer la croissance des offreurs de solutions. Et le troisième pilier, c'est soutenir la production d'énergie décarbonée.
Et dans le détail, sur 2024, pour ce qui concerne la T2E, hein, donc la transition écologique et énergétique des entreprises, c'est près de 7 milliards d'euros qui ont été mobilisés à travers toutes les solutions que je viens d'évoquer. Ce qui est fait marquant aussi en 2024, c'est le lancement en mars d'une offre de garantie verte qui a été structurée sous forme de compartiment vert sur chaque garantie classique, hein, puisque en fait on a des garanties création, développement, transition. Et là, c'est plus de 1000 TPE et PME projets soutenus ayant un impact positif sur l'environnement. Et sur la branche accompagnement, donc il y a des actions de soutien à la T2E qui ont été marquées par une forte croissance des DIAG Actions orientées climat. Donc c'est quoi les DIAG Actions? C'est par exemple le DIAG Décarbonation, le DIAG Écoflux, le DIAG Éco-conception ou Perfimo. Donc c'est structuré et financé en partenariat avec l'ADEME. Et là, c'est plus de 3000 DIAG Actions climat qui ont été réalisées en 2024, soit une augmentation de 45%, ce qui est énorme. Et également 300 VTE verts, donc qui ont rejoint des PME en 2024 pour porter ces projets en lien avec la transition écologique. Et enfin, en innovation, donc des appels à projets avec notamment France 2030 qui se sont poursuivis avec plus d'1 milliard déployés en 2024 et en particulier sur des thématiques batterie, robotique, intelligence artificielle ou santé numérique. Alors, l'objectif de ce plan climat, hein, c'est de mettre en transition plus de 20 000 entreprises sur les 5 prochaines années avec des solutions dédiées, des offres d'accompagnement, comme je viens de dire, des prêts sans garantie, des solutions de financement et puis la fameuse communauté du Coq Vert, qui est une communauté d'entreprises engagées qui structurent et accélèrent leur transition énergétique et écologique. Donc là, c'est plus de 3000 entreprises aujourd'hui qui composent cette communauté du Coq Vert avec des centaines d'éclaireurs pour tenter justement de convaincre le plus d'entreprises possible d'entrer en transition. Alors là, je ne vais pas détailler toutes les offres qui existent, notamment à l'accompagnement, juste pour vous préciser qu'il existe 4 grands paliers. Le premier qui est se former avec des offres qui sont notamment gratuites, comme par exemple les parcours climat, qui est BPI France Université, qui est accessible à tous, que vous soyez un entrepreneur ou pas, et que vous soyez client ou pas. Donc, il suffit de s'inscrire directement sur la plateforme Internet. Et là, ça laisse la possibilité d'accéder à tout un tas de parcours, formations, webinaires, etc. Donc là, c'est vraiment gratuit. Et ensuite, il y a les DIAG Actions dont je viens de parler et dont Sylvain pourra également parler puisqu'il a bénéficié d'un DIAG Décarbonation. Et ensuite, des renforcements comme la mission de conseil RSE, donc entreprises engagées et référencées. Et Sylvain également en a bénéficié. Et ensuite, pour accélérer, il y a tous les accélérateurs également sur notamment l'accélérateur décarbonation et qui sont subventionnés donc avec l'ADEME. Et donc, pour faire le lien avec l'introduction et l'enquête du lab de BPI France, les subventions de BPI France, si tu peux juste illustrer, donner un exemple, par exemple pour un DIAG décarbonation, combien ça coûterait à une entreprise, une TPE ou une PME qui, malgré un contexte plus compliqué, plus mitigé, souhaiterait se lancer dans une stratégie RSE ou dans un bilan de décarbonation. Donc, le DIAG Décarbonation, c'est un DIAG qui est subventionné par l'ADEME. Donc, c'est sous réserve de la validation, bien sûr, du dossier et de répondre aux critères de sélection. C'est 12 jours hommes, de 6 à 8 mois, et c'est un tarif de 4 à 6 000 euros avec une subvention de 50% sur ce DIAG. Donc, quand même intéressant de passer par ce dispositif pour aider l'entreprise à se lancer.
Exactement. C'est de toute façon, c'est ça. C'est un facilitateur, hein, de même que sur les missions de conseil RSE. C'est également subventionné. En fait, tous les diag, et ça, vous pouvez avoir, hein, le détail directement sur le site de BPI France en tapant accompagnement BPI France. Il y a toutes les solutions d'accompagnement possibles. Là, ce sont les solutions T2E, mais il existe des solutions pour toutes les choses, y compris développement, transmission et autres. La plupart sont subventionnés par l'ADEME ou le ministère de la Transition. Les conditions pour bénéficier, tu peux rappeler les critères Alors, exigés? Ça dépend des diag ou des offres. Il faut être une TPE, PME, petite ETI. Pour la plupart des diag, c'est 3 ans d'existence. Enfin, voilà, tous les critères sont bien décrits sur Internet pour chacune des offres de BPI France. Super. Merci Stéphanie. Alors maintenant, je vais passer la parole à Sylvain. Donc Sylvain, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Qui es-tu? Que fais-tu? Et puis Vézère, en quelques chiffres clés, l'activité de Vézère. Enfin voilà, on veut tout savoir de toi et de ton entreprise. Ok, Sylvain Sauvage, donc je suis responsable QSE, donc qualité, sécurité, environnement, et c'est moi qui, ces 3 dernières années, a piloté la mise en place donc de notre démarche RSE. Et je confirme qu'effectivement, j'ai entendu parler de facilitateurs. Oui, les deux dispositifs qu'on a pris donc au travers de BPI France ont bien facilité la démarche. Je pense que ça a fait partie des choses avec des subventions donc à 50% des deux dispositifs qui nous ont permis de franchir le pas. Pas que ça, mais en tout cas oui, ça a facilité. Donc facilitateur, je suis tout à fait d'accord. Vézère, qui est Vézère? Vézère, c'est un industriel donc qui conçoit et fabrique des éléments préfabriqués en béton pour l'aménagement et l'embellissement de l'habitat. Voilà. En quelques chiffres, voilà, une petite 60aine d'années, 200 salariés sur 3 sites. Donc, on n'est pas une TPE, mais on n'est pas non plus une grosse entreprise, 30 millions de chiffres d'affaires, 3 sites de production en France, 2,4 millions de produits, ça correspond à 4 fois le poids de la Tour Eiffel. Donc, j'aime bien utiliser des chiffres comme ça pour donner un petit peu donc l'ordre d'idée de ce qu'on fait. Et donc, on a 2500 clients, 3 segmentations de cibles clients, les négoces de matériaux de construction, avec le plus gros point P, avec les Gélimat, des tout faire matériaux, donc une commercialisation de nos produits sur toute la France. Une partie grande surface de bricolage où on peut avoir Leroy Merlin, des bricomanes, des bricomarchés, et une 3e partie donc avec des partenariats qu'on a sur des constructeurs de maisons individuelles. Voilà, dans les grandes lignes. Les produits de 2 univers principaux, donc un premier univers qui va être tout ce qui va être aménagement et embellissement de façades sur des maisons pour donner du cachet aux maisons. Et une 2e partie, on va retrouver un peu la même chose, des éléments préfabriqués pour la clôture et le jardin, avec des piliers, des murets et pas mal de choses pour aménager les jardins. Voilà dans les grandes lignes pour la présentation de l'entreprise. Super, merci beaucoup. Ensuite, je voulais... alors, je crois qu'il y a un problème de son pour une personne. Est-ce que ça concerne tout le monde? Non, moi j'entends parfaitement. Tout le monde est OK au niveau du son? OK. Alors, on va passer à la suite. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été finalement les freins ou les réactions que tu as eues autour de toi quand il s'agissait d'engager une démarche RSE pour Vézère? Alors, je pense que comme un grand nombre de sociétés qui sont en train de regarder ce webinaire, donc il y a un certain nombre de questions qui se posent. On s'est posé la même question, ou au fur et à mesure qu'on se posait des questions, on disait pourquoi on n'y va pas, et en essayant de lister un petit peu pourquoi on n'y va pas. Première chose, c'est pas le bon moment, on n'y connaît rien, on a d'autres priorités. Est-ce que ça va être compatible avec nos process? Est-ce qu'on va pas faire une usine à gaz?
On a comment ça s'appelle, la partie du DAF qui va nous dire voilà combien ça coûte, est-ce que j'ai un ROI, est-ce que c'est rentable, tout un tas de choses comme ça. Alors, pour refixer le contexte tout à l'heure, donc on vient de parler du cadre conjoncturel actuel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est sur le marché donc de la construction, de la construction individuelle. C'est pas une surprise depuis de nombreuses années. Donc, c'est un marché qui est en crise, même si là, il y a quelques petits signaux, mais je dirais les signaux, faut les voir se confirmer dans le temps. Des problématiques dans ce marché de la construction depuis quelques années, des facteurs économiques qui sont des hausses de taux d'intérêt, qui sont des hausses de coûts de matériaux de construction, des accès au crédit qui sont plus difficiles, des réductions de nombre de permis de construire, donc avec les zéro artificialisation nette, un secteur qui n'est pas également super porteur au niveau de la main-d'œuvre, et un climat géopolitique, on va dire, morose. Donc, tout ce qui fait que, depuis un certain nombre d'années, c'est assez compliqué dans notre marché. Et pourtant, donc, on a avancé quand même, on s'est posé ces questions-là, et on a quand même franchi le pas. De quelle façon, alors peut-être une façon qui est peut-être un petit peu particulière, mais en tout cas, donc c'est l'expérience qu'on a eue. On s'est dit, bah voilà, on va tenter, on va regarder un petit peu comment faire, et on a pris un abonnement donc de 3 ans à une plateforme qui s'appelle EcoVadis. Et EcoVadis, donc c'est un dispositif mondial avec plus de 100 000 évaluations donc au travers le monde. Qui permet de faire une sorte d'audit. Donc, il y a énormément de questions. Il y a un questionnaire très, très détaillé à remplir sur les différents piliers de la RSE qu'on va voir tout de suite après. Et on s'est dit, bah voilà, on ne sait pas de quoi ça parle. On a EcoVadis, donc, avec des questions qui sont très, très détaillées. Bah, on va avancer là-dessus, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on va essayer de tester au travers de ça le niveau de maturité qu'a Vézère. Alors évidemment, un peu comme toute entreprise. Pardon ? Et donc comment est-ce que tu es arrivé à la notation EcoVadis? Est-ce que c'est un de tes clients? Est-ce que c'est un choix parce que tu as fait une recherche? Pourquoi cette plateforme pour démarrer? Plutôt qu'une autre. Alors, j'ai dit tout à l'heure donc un de nos très gros clients donc est Point P. Point P, c'est le groupe Saint-Gobain. Et Saint-Gobain, comme un certain nombre d'autres, nous ont un petit peu invités, je dirais, à partir sur cette démarche d'évaluation. Voilà. Quand on a consulté pour savoir un petit peu vers quoi partir, on a eu différentes choses et on est parti sur cette plateforme-là. Alors, on est resté on est resté qui on était, donc avec du pragmatisme, du bon sens, de l'humilité, et pas tout en sachant que si on partait dans cette démarche-là, c'était déjà une première démarche d'évaluation pour connaître un peu notre maturité, en sachant pleinement que de toute façon, on n'avait pas la possibilité de recruter une personne, un ingé pour gérer ça. Donc le but, c'était de partir déjà en interne pour voir ce qu'on allait pouvoir faire. L'avantage d'EcoVadis, c'est que c'est quelque chose qui est structuré donc par pays, par métier et par taille d'entreprise, qui permet vraiment de cibler une évaluation qui représente un petit peu qui on est. C'était à peu près en 2022, donc ça a considérablement évolué, mais en 2022, c'était à peu près 250 questions. Les 4 piliers donc qui sont dedans, donc on va y retrouver l'environnement, le social et le droit de l'homme, l'éthique et les achats responsables. Et la première évaluation que nous avons menée, vraiment en autonomie totale, sans accompagnement, sans rien, à ma grande surprise, donc on a été médaillé, c'est-à-dire on a reçu le premier niveau, donc une médaille de bronze, à quelques points près, mais on a reçu donc une médaille de bronze, qui signifiait qu'en fin de compte, on avait des pratiques qu'on ne savait pas, qui étaient les pratiques RSE, donc on avait les pratiques de l'entreprise, qui nous semblaient pas excessivement vertueuses, ni en droit social, ni en environnement, mais globalement qui correspondent à une démarche de RSE qui nous a quand même bien rassurés,
Et on a découvert au travers ça, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, que Vézère avait un certain nombre de choses, de pratiques qui étaient dans le cadre de la RSE, et même chose sans le savoir. Alors, j'ai une question de Sidonie. Y a-t-il eu un travail au préalable de cette évaluation ou est-ce que tu t'es lancé sans spécialement de préparation pour justement voir un peu comme un audit à blanc où vous en étiez sur les différents piliers? Comment ça s'est Alors, fait? ça a été assez simple, hein. Quand on s'inscrit sur le site, on a, alors je sais plus, c'est 1 mois ou 2 mois pour répondre au questionnaire. Donc, la démarche, s'est faite au fur et à mesure où on a dépouillé le questionnaire. Alors, on a la chance, et ça, c'est possible d'avoir à décaler donc la remise du questionnaire. Donc, on a dû le décaler 1 fois ou 2 fois, mais c'est au travers de la découverte des questions et de comment on pouvait les justifier que l'on a avancé. Non, il n'y a pas eu De de préparation. travail en amont plus que ça. Voilà. Mhm. Ok. Et est-ce que, avant de vous lancer, une autre question de Jean-Marc, avant de vous lancer sur le questionnaire EcoVadis, est-ce que tu as analysé d'autres approches? Est-ce que tu as étudié éventuellement d'autres référentiels ou pas? Ou Là, est-ce que c'était c'est plutôt plutôt le client qui t'a orienté voilà. vers ce choix? Voilà, on a eu cette démarche-là où on a été plutôt, je dirais, invité. Alors c'est vrai, hein, c'était vraiment de l'invitation, de la recommandation. On avait la chance que, et toujours aujourd'hui, hein, on n'a pas d'imposition de nos clients, mais c'était juste de l'invitation de la part de notre plus gros client à plutôt se diriger vers ça. Voilà. Et c'est voilà, donc c'est la démarche, c'est la démarche qu'on a eue. Ok. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'année suivante, dans la perspective de l'année suivante, puisque tu as pris un abonnement sur 3 ans, tu as décidé peut-être de réfléchir plus à une stratégie et de mener un travail de fond plutôt que de répondre à nouveau au questionnaire comme tu l'avais fait en année 1. C'est exactement ça. Alors déjà, sachant que ça avait réconforté, rassuré l'ensemble de l'équipe dirigeante, donc avait participé, donc on en parlera tout à l'heure au niveau des ressources, donc à cette évaluation et donc à notre niveau de maturité qui n'était pas complètement à côté de la plaque, qui était quand même bien sur dans l'axe de la démarche. Donc la suite, ça a été ok, bon là on a fait un truc dans notre coin, on s'est débrouillé. On a compris ce qu'on a compris, mais maintenant, voilà, il faut changer de braquet et il faut absolument donc, toujours avec les ressources que l'on a, hein, c'est pas à l'issue de ça qu'on s'est dit, faut qu'on embauche un ingé ou faut qu'on prenne un alternant ou 2 alternants. Donc la démarche, ça a été vraiment avec les ressources qu'on a, il faut continuer à avancer, il faut continuer donc avec les ressources que l'on a, mais là, il faut cibler sur les actions qui sont à impact rapide. Et là, donc, est arrivé rapidement le fait de se dire, il faut que on monte en compétences, il faut qu'on structure déjà en compétences, donc connaissance de la démarche, connaissance des rouages, connaissance d'un petit peu plus donc le fonctionnement de la plateforme EcoVadis. Il faut que, en plus de ça, donc, on ait une démarche qui soit structurée. Et là, donc, il nous est venu en évidence qu'il faut absolument donc s'appuyer sur un consultant dont c'est le métier, qui va pouvoir nous guider, qui va pouvoir nous accompagner et surtout qui va pouvoir nous amener et nous laisser un niveau de maturité qui nous permet de continuer notre démarche en autonomie, parce que c'était ça le but, hein. C'était pas forcément le fait tous les ans de faire participer un consultant pour nous aider, c'est vraiment donc nous amener à un niveau de maturité suffisant pour qu'on puisse avancer en autonomie avec nos ressources. Je sais donc avec Alexis Godino d'Entreprises Engagées avec qui on a travaillé, donc ça a été voilà, il a fallu s'adapter un petit peu aux ressources qu'on avait qui n'étaient pas complètement illimitées pour avancer dans notre démarche. Tout à fait. Et donc, cette rencontre, cette recherche de conseils, tu l'as fait dans ce sens-là et c'est aussi comme ça que tu as découvert les dispositifs proposés par BPI France. C'est ça, exactement. On a cherché, on a consulté donc un certain nombre de consultants qu'on a trouvés au travers de cabinets donc qu'on a trouvés au travers de notre réseau.
Et puis, donc de là, on a découvert qu'il y avait, enfin, c'est dans cette démarche-là où, enfin, à titre perso, donc j'ai découvert qu'on avait des possibilités donc d'accompagnement également de BPI France. Et oui, ça a fait partie des choses qui nous ont permis de travailler avec entreprises engagées et donc BPI France, cet aspect de prise en charge de 50% de cette première démarche qu'on a fait, donc l'accompagnement RSE. Et donc le comité de direction dans tout ça, comment est-ce que il s'est positionné sur le sujet compte tenu aussi du contexte économique de l'entreprise et du marché? Alors, on a un petit peu comme politique ou comme vision dans l'entreprise d'essayer d'utiliser les périodes où c'est un petit peu, où il y a un petit peu moins d'euphorie, je dirais, dans les fabrications et puis dans le business, pour maintenir un petit peu la pression, enfin la pression positive, et avancer sur des projets qui peuvent être structurants. Nous, on travaille un petit peu donc avec une saisonnalité et on sait qu'il faut s'adapter au niveau de la production. Les années, c'est un petit peu pareil, et ça a été presque un facteur qui a été encourageant pour nous, le fait de se dire, voilà, il y a un petit peu moins de business en ce moment, mais il faut qu'on ait quelque chose qui soit moteur et qui pousse. Chose très intéressante, quand on est, là on est quand même dans du cadre du projet quand même qui est assez important. Ce projet-là, donc le déploiement de la RSE, c'est vraiment un projet qui est transverse. Et là, quand je dis quand il est transverse, quand on regarde les 4 piliers dont on a parlé, ça va toucher, allez, je vais dire 80% donc des membres d'un CODIR. Au niveau du droit et la partie du social et droits de l'homme, on va avoir donc la RH qui va être impliquée dedans. Moi, en tant que responsable QSE, j'ai une partie de sécurité impliquée dedans. On va avoir la partie environnement. Voilà, c'est le responsable QSE, entre autres, qui va être impliqué dedans. On va avoir la partie achat responsable, c'est le DAF. On va avoir l'éthique, on va avoir la partie commerciale et la partie achat. Donc là, on va se retrouver plus la partie logistique, parce que dans nos métiers à nous, on a beaucoup de produits envoyés donc qui sont lourds. Donc là, on se retrouve avec 75-80% du CODIR qui est pas concerné, mais qui est impliqué par la démarche. Où là, tout le monde a été amené à se relever les manches et à mettre les mains dans le cambouis. Donc ça, en tant que responsable d'un type de projet comme ça, c'est intéressant. Plutôt que d'avoir un CODIR qui est mitigé, partagé, là, on est obligé d'avoir un CODIR qui est les mains dans le cambouis. Et ça, c'est quand même super intéressant. Ce qui est intéressant également à dire, c'est que quand on démarre une démarche comme ça, il y a quand même pas mal de choses à collecter, pas mal de brainstorming, pas mal de réunions à mener. Et ça, donc, on a pu le faire avec les membres du CODIR, où je vais dire une chose qui est un petit peu particulière, mais en tout cas, là, on a des ressources qui sont un petit peu plus extensibles que quand on va commencer à déployer un projet comme ça, donc avec des chefs de service, avec des salariés. Donc, en tout cas, nous, on a eu la possibilité d'avoir notre CODIR avec des ressources extensibles pour pouvoir accepter cette charge de travail, de démarche de collecte d'informations, de structuration un petit peu des méthodologies qu'on avait, mais c'est pareil, on est resté dans pas réinventer le monde, mais adapter ce qu'on avait, quelques indicateurs nouveaux, travailler sur les politiques sur lesquelles on n'avait pas forcément travaillé. Et dans ce cadre de cet accompagnement-là, on est arrivé dès la première année de travail, donc avec entreprises engagées, à passer donc de la médaille de bronze qu'on a eue la première année en autonomie directement donc à la médaille d'argent. Donc là, dès la première année, avec de la structuration, avec de l'accompagnement, même chose, on a pu déjà grappiller une médaille et arriver donc au niveau de la médaille d'argent. Même chose, qui était une très bonne nouvelle et une très bonne démarche. Donc la récompense, c'était aussi ça. Mais au-delà de ça, effectivement, il y avait tout le travail stratégique en amont qui a été réalisé avec le comité RSE et qui était en partie le CODIR, en grande partie. Est-ce que, là j'ai une question, est-ce que tu as rencontré des freins particuliers, des obstacles, des difficultés pendant cette période où il fallait lancer ce chantier? Alors, pour moi, les freins les plus gros sont ceux que je vous ai mis sur le premier slide, c'est avant de se lancer. Une fois qu'on s'est lancé, on s'est rendu compte qu'on était quand même assez aligné avec les démarches.
et qu'on a pu assez facilement arriver à l'argent. Dans les difficultés, oui, donc il y a un petit peu, il y a de la collecte d'informations, il y a des choses qu'on comprend pas, des notations qu'on a eues donc au travers de la plateforme d'Ecovadis avec des refus de justificatifs où là, globalement on est c'est un peu compliqué. Il faut travailler avec Ecovadis de façon à avoir des réponses. On a privilégié le pragmatisme, on a privilégié le fait d'action citoyenne. Là, les freins qu'on a, enfin typiquement donc les freins qu'on a aujourd'hui entre être argent et si on veut passer en or, on va être sur un espèce de plafond de verre où là, pour qu'on puisse progresser, il faudrait soit qu'on fasse des adhésions donc à des démarches RSE au niveau national ou mondial, pacte de l'ONU ou des choses comme ça. Ça nous semble un petit peu dans notre d'un point de vue humilité, ça nous semble un petit peu décalé. Et après, donc, ce qui pourrait nous faire progresser, c'est des démarches de certification, voilà, en hygiène et sécurité, en qualité, en environnement, des choses comme ça. Est-ce que tu as justement des normes ISO actuellement à piloter? Non. Aujourd'hui, on n'est pas engagé dans un tel type de démarche. Alors moi, je viens d'une entreprise, donc avant mes 9 ans chez Vézère, donc j'ai fait 25 ans dans une entreprise, on était certifié ISO 9001, voilà. Mais globalement, c'est pas parce qu'on n'a pas engagé une démarche ISO 9001 qu'on travaille n'importe comment. Voilà, globalement. Oui, vous avez un process. Voilà, on a des process qui sont certifiés, on a des produits donc qui sont certifiés NF également, donc avec des audits extérieurs de laboratoires de produits de béton. En tout cas, les freins qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est pour progresser plus. Maintenant, les grandes démarches que l'on a aujourd'hui, c'est maintenir le cap, c'est continuer à fiabiliser, c'est descendre au niveau des équipes. Là, on a commencé à travailler au niveau des membres du CODI, au niveau des chefs de service. Et là, il faut qu'on continue donc à descendre avec les équipes, à travailler sur des micro-projets, des choses comme ça, et puis élargir sur nos 2 autres sites. On a commencé donc à maqueter toutes nos démarches avec le site donc de Mazières de Touraine à côté de Tours, donc le plus gros site de Mazières. Et là, donc, on continue à déployer sur nos 2 autres sites en Aquitaine et en Bourgogne sur les bonnes pratiques et les bonnes démarches donc qu'on a maquettées, qu'on a mis en place chez nous. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, comment justement ça se passe pour Vézère, quels sont les projets pour poursuivre au-delà de continuer à piloter la démarche et à répondre à ce questionnaire qui vous donne un score et qui vous donne une évaluation de votre management RSE. Est-ce que aujourd'hui, tu as des perspectives, des objectifs? Comment ça se passe? C'est toujours toi qui pilotes ce sujet? Comment ça se passe en interne maintenant chez Vézère? Donc pour la suite, on a quoi? La dernière, alors je vais dire avancée. Alors je vais pas dire grosse avancée parce que c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas dans une des dernières avancées qu'on a fait, donc on a publié donc notre rapport RSE. Alors pour même chose, je dis petite entreprise. Bon, pour certains, il y a certainement des gens qui nous regardent, qui ont peut-être des entreprises d'une dizaine de salariés qui pensent que Vézère est une grosse entreprise, mais on a donc rédigé notre rapport RSE qu'on a publié, donc ça c'est une bonne avancée. On l'a envoyé à un certain nombre de nos clients. On a mis en place en fin d'année dernière une grosse enquête d'écoute clients, donc avec du face-to-face de 85 de nos clients représentatifs. Donc c'est une grosse démarche pour une entreprise comme nous. On était délibérément orienté sur de l'écoute client, c'est-à-dire donc on avait un canevas de questions à poser avec un certain nombre de thématiques et volontairement donc on en gardait un petit peu sous le pied au niveau de la RSE, c'est-à-dire pas amener le sujet de la RSE sur le tapis au niveau de nos clients, mais les laisser venir. Et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, on a quasiment 60% des clients qui nous ont parlé directement de RSE. En disant, voilà, c'est une démarche, où vous en êtes en termes de RSE, où vous en êtes au niveau de la démarche carbone dont j'ai pas encore parlé. Et on a des clients comme Bouygues Immobilier qui nous ont dit, voilà, au niveau de la décarbonation, ça va faire partie des choses où, globalement, dans les années à venir, ce sera
un critère de sélection de nos fournisseurs. Donc, globalement, vous pouvez démontrer donc, que vous avez avancé, que vous avez des FDES pour vos produits, donc des choses qui peuvent faire l'évaluation de votre bilan carbone et du bilan carbone des produits que vous nous commercialisez, ou pas. Et si c'est ou pas, globalement, ce sera plus difficile de travailler avec vous. Justement, en parlant de bilan carbone, donc c'est une autre action que tu as menée donc sur cette année 2023. Le DIAG Décarbone Action a été le dispositif que tu as retenu. Donc pour la première étape, évaluation, stratégie RSE, évaluation EcoVadis, c'était le dispositif d'accompagnement conseil RSE pour lequel effectivement notre cabinet est intervenu. Et pour le DIAG Décarbone Action, tu as été accompagné par un partenaire local et par le chargé d'affaires de BPI France en particulier, donc pour avoir ce premier bilan de gaz à effet de serre pour Vézère. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été une démarche complètement logique. Quand on a commencé à travailler sur la RSE, on s'est mis à voir un petit peu donc le périmètre. Et dans le périmètre, on a sans surprise donc le bilan carbone, alors bilan de gaz à effet de serre. La même chose, on a consulté, on s'est renseigné un petit peu sur les différentes possibilités qu'il y avait pour faire un bilan de gaz à effet de serre. Alors là, il y a pas mal de méthodologies. On a retenu donc le bilan de gaz à effet de serre donc de l'ADEME et on a trouvé donc un cabinet sur la région de Tours, donc qui nous a accompagnés. Alors là, un peu plus qu'accompagnés parce que là c'est un petit peu plus compliqué. Et même chose, on a bénéficié, je dirais, de 50% de la prise en charge de l'accompagnement par BPI France. Même chose, ça a été quelque chose qui a été très très apprécié. La petite différence au niveau du BGES, du bilan de gaz à effet de serre, moi, ma vision, c'était la même chose qu'au niveau de l'accompagnement RSE, en disant, je monte en compétences, je vais me former, je crois qu'il y avait des formations 2 jours à l'ADEME pour gérer son BGES, et ensuite, je suis en autonomie totale, de façon à ce que tous les ans, je puisse faire les évaluations. Là, par contre, c'est pas bien possible. Là, on se rend compte qu'il y a quand même, autant il y a des choses qu'on sait évaluer, autant il y a des choses qui sont quand même très, très lourdes, qui nécessitent d'avoir un vrai métier, un vrai consultant, quelqu'un qui passe du temps. Donc, sur cet aspect BGES, on a notre point zéro, donc ça très, très bien. On a donc notre planning, on a notre trajectoire de décarbonation. Et globalement, on fera notre prochain BGES donc en 2027, on le fera en 2028 sur le bilan 2027, en repassant par quelqu'un qui va nous accompagner. C'est quand même, c'est pas, c'est une expertise assez technique. Tu te sens pas de le faire tout seul en fait. Aujourd'hui, on va avoir autant la stratégie RSE, tu es vraiment monté en compétence et tu animes avec, je crois, une autre personne en interne. Et c'est quelque chose sur lequel tu as plus monté en compétence. Par contre, effectivement, les données carbone, c'est plus complexe. Voilà, là on a, nous, je dirais dans les matières premières les plus émissives, donc c'est le ciment, mais on a pas mal de choses. On a des achats et le moindre achat, je dirais, il est transformé en CO2, c'est-à-dire le fait de déchromer des pièces, c'est un équivalent de CO2 et tout est à ce niveau-là. Donc là, ça demande un niveau d'expertise que nous n'avons pas et que nous n'acquérerons pas, c'est trop compliqué. Pendant ces 3 années, donc j'ai piloté ce déploiement donc au sein de Vézère. Là, donc on a eu une opportunité donc au sein donc du service marketing que notre nouvelle donc directrice marketing ait des compétences en termes de RSE et donc c'est elle dont je lui transmets le flambeau au niveau de l'animation de la RSE, alors en interne et puis également donc au niveau de la com extérieure client. Moi, je conserve la partie plateforme EcoVadis, donc l'évaluation annuelle sur laquelle je suis en train de travailler. Et de toute façon, je continue à conserver mon pilotage de pilier environnement et puis mon tiers de pilier social et droits de l'homme, donc avec Marie-Reine Levaux, notre DRH, sur lequel donc on avance. Voilà. Super. Et donc, si tu devais donner des conseils aux entreprises qui hésitent à se lancer, quels seraient-ils? Avec quoi tu as envie que nos participants repartent les 3 conseils clés qu'il faut retenir suite à
à ce retour d'expérience que tu nous as partagé aujourd'hui? Alors, déjà, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'étais comme vous tous en train de regarder un webinaire organisé par Fatima, donc avec BPI France, sur une entreprise. Donc il y avait Xavier Janin, donc qui est le président d'une société qui s'appelle Alkern, qui est une société qui travaille également, voilà, qui travaille également dans l'univers du béton, avec 57 usines. Honnêtement, nous n'en avons que 3, plus de 250 millions de chiffres d'affaires. Donc j'ai vu la présentation où Xavier Janin a dit, bah oui, de toute façon, il a fallu se relever les manches, il a fallu mettre les mains dans le cambouis. Et à la fin de la présentation, je me suis dit, bah oui, mais on est plus petit, c'est pas pour nous, voilà, on n'a pas les compétences, on n'aura pas les ressources. Parce que j'ai mis un petit peu dans le premier slide où je vous ai dit, bah tous les freins, j'étais typiquement dans cette démarche-là. Donc du coup, bah, on est Vézère, hein, on est humble, mais globalement, on a des pratiques qui sont voilà, un minimum vertueuses pour pouvoir avancer là-dessus. Croyez en ce que vous êtes, n'hésitez pas. Si vous avez des doutes là-dessus, voilà, voyez Fatima, sachez qu'effectivement 50% de ce que vous allez investir et pas dépenser, parce que là on est globalement dans de l'investissement. Hein. Alors de l'investissement, même si vous n'allez pas forcément avoir à pouvoir justifier à votre DAF au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, être revenu là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, enfin ce qu'on a bien vu, c'est que y a de l'attente il y a de l'attente de nos clients là-dessus. Alors on n'a peut-être pas forcément tous les mêmes clients. Il y a de l'attente sur ces démarches-là. Aujourd'hui, c'est peut-être pas discriminant, je dirais, au niveau du business, mais assez rapidement, je pense que ça va le devenir. Quand je dis que c'était pas le bon moment, d'une certaine façon, c'était pas le bon moment, mais oui, c'était le bon moment. Pourquoi ? Parce que on n'avait pas encore la contrainte de nos clients, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça d'une façon forcée, mais d'une démarche et d'une façon volontariste. Deuxième chose, on peut parler de la CRDS. La CRDS, pour une petite entreprise comme nous, CSRD. Voilà, CSRD, la CSRD. Donc, ça ne nous concerne pas directement aujourd'hui, mais ça nous concerne indirectement. Et il y a fort à parier que d'ici quelques années, donc, on soit également impliqué dans la démarche. Plus tôt on sera mis en ordre de marche pour avoir des critères qui sont formatés, qui roulent chez nous, qui sont en place, et puis une démarche qui est dans cet esprit-là, plus rapidement ou plus simplement ça se fera. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci Sylvain. Donc en fait, il n'y a pas forcément de bon moment, il y a le moment qu'on choisit de prendre pour le faire. Qu'il ne faut pas attendre d'être au pied du mur pour s'y mettre, que finalement les temps qui sont un peu plus calmes au niveau du business dans une industrie comme la tienne, c'est une opportunité. Que finalement tes parties prenantes, même sans t'inciter fortement ou te contraindre sur ces sujets-là, t'attendent au tournant sur le carbone, les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur ta démarche RSE au niveau global. Et finalement, tu prends ça comme un investissement et le coup de pouce de BPI France est le bienvenu parce que ça permet de convaincre les derniers à convaincre au sein d'un comité de direction pour avoir cette ligne de budget. Et justement, en parlant de budget, j'ai une question, je crois, alors j'ai beaucoup de questions, il faut que je remonte, de Jean-Marc. Si c'est pas indiscret, est-ce que tu peux dévoiler peut-être le budget que tu as dû consacrer sur ces 2 dernières années sur le sujet de la RSE en matière d'accompagnement? À la fois pour le volet RSE puis le volet carbone. J'ai pas de budget consolidé sur ce domaine-là. Il faut pas. La démarche RSE, c'est pas qu'un carnet de chèques avec des investissements, des choses comme ça. Il y a pas mal de démarches, il y a pas mal d'actions. J'ai utilisé le terme citoyen tout à l'heure. Il y a pas mal d'actions citoyennes qui peuvent être faites. Typiquement, on a des obligations tous industrielles que l'on est sur du tri sélectif.
Alors, c'est une obligation, c'est du réglementaire. Normalement, tout le monde devrait être, donc je dirais, propre là-dessus. Bon, on avait un petit peu quelques faiblesses sur le domaine. Bah, on s'est servi, je dirais, de cette démarche-là pour avancer et mettre en place donc d'une façon bien plus intelligente donc le tri à la source. Et ça, globalement, ça nous a coûté alors l'achat de quelques poubelles supplémentaires, quelque chose comme ça. Mais c'est au travers de démarches comme ça qu'on a déployé au travers de micro-projets donc des choses dans l'entreprise. Mais on n'a pas foncièrement, on n'a pas fait des investissements de fou. Enfin, on aurait eu du mal à faire de toute façon. Il n'y a pas que du carnet de chèques en face de démarches comme ça, quoi. Et en tant qu'homme, en nombre de jours, est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Si tu peux répondre à la question de la charge. C'est pareil. Oui, même chose. On n'a pas comptabilisé dans un premier temps, donc avec les membres du CODIR, enfin les quatre responsables de piliers. Oui, ça a été du temps pour collecter, pour comprendre, pour collecter. On a fait des groupes de travail. Aujourd'hui, voilà, je vais pas vous dire c'est X centaines d'heures. Oui, c'est plusieurs centaines d'heures. La compta de travail sur l'évaluation EcoVadis, donc oui, c'est des dizaines d'heures de consolidation de tout ça. Maintenant, on va pas compter toutes les démarches et les réunions qu'on fait sur du tri sélectif, sur les améliorations, tout un tas de choses comme ça. Mais par exemple, pour répondre au questionnaire, globalement, ça te mobilise, à la louche, ça te mobilise combien de temps, combien de jours? Tu penses au moment de cette préparation et puis pour soumettre ensuite? Alors, sur une réévaluation qu'on fait maintenant, c'est peut-être pour moi une quarantaine d'heures, et puis peut-être une quarantaine d'heures également avec différents, on va dire une centaine d'heures entre moi qui vais consolider, qui vais relancer, et puis les différents pilotes pour ressortir les bilans annuels pour les petites améliorations qu'on a mis en place. Voilà, enfin, mais vraiment à la grosse, vraiment à la grosse. Alors, il y a quand même pas mal de questions. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Dans le cadre de la démarche de Vézère pour structurer sa stratégie RSE, est-ce que vous avez consulté vos parties prenantes? Non. On n'en est pas encore arrivé là. Non, on n'en est pas encore arrivé là. J'ai parlé de pragmatisme. D'une enquête. Voilà, on avance. Voilà. Et puis, tu as fait une enquête client qui t'a donné quand même des éléments de réponse sur les attentes de tes clients. Voilà, donc on travaille également donc avec nos fournisseurs parce qu'on a mis en place des chartes éthiques, on a mis en place donc des chartes d'achat responsable. Donc au travers de ça, donc on relaye en amont et en aval sur notre démarche. Voilà un petit peu là où on en est. Mais sinon, donc, quelque chose de formalisé, même chose, ça va être quelque chose qui va être assez chronophage. Il faut bien qu'on fasse la part des choses entre je dirais, les ressources qu'on va avoir à y consacrer. J'ai vu entre autres sur le rapport RSE d'Alkern, donc ils avaient mis en place donc une matrice de matérialité. Voilà. Donc c'est très bien. Ils ont une autre taille d'entreprise et effectivement, ça leur donne des clés de compréhension sur leur chaîne de valeur en amont et en aval. Mais effectivement, peut-être que demain, tu y viendras avec une personne qui serait dédiée à ces sujets-là, en plus de toi. Est-ce que, j'ai une question d'Agnès, comment vos investisseurs perçoivent-ils cette démarche, banque ou investisseurs potentiels, je ne sais pas, Vézère, comment vous êtes structuré au niveau du conseil de la gouvernance? Donc, est-ce que vous avez un partenaire financier? Alors, notre actionnaire, donc on a un actionnaire principal, donc qui est une entreprise allemande, donc s'appelle de l'origine de l'entreprise, donc Vézère. Donc nos actionnaires sont allemands, même si on a l'autonomie complète donc pour travailler en France. On a des actionnaires, donc quand même, c'est eux qui donnent le feu vert ou pas sur un certain nombre d'actions. Et ça, c'est des choses pour lesquelles donc on a sans trop de difficultés. Donc on a eu donc le feu vert aussi bien pour lancer la démarche que pour
que pour diffuser donc le rapport RSE, enfin, qu'on leur a soumis effectivement, mais pour lequel on n'a pas eu une virgule à changer, donc ils sont bien dans la démarche, donc pas de difficulté au niveau à ce niveau-là. Donc, plutôt un bon accueil de Oui, leur part sur le sujet. oui. Et donc, je vais reprendre peut-être une dernière question, là, une question de Nadia. Est-ce que vous pensez, au niveau du comité de direction de Vézère, faire un rapport de durabilité selon la norme volontaire, tu sais, de la CSRD? Il y a une norme volontaire, puisque vous n'êtes pas dans l'obligation de publier un rapport de durabilité, puisque vous n'êtes pas dans les seuils, mais en tant que PME, vous pourriez avoir une démarche volontaire là-dessus. Est-ce que ça, c'est dans les perspectives de Vézère? En perspective court terme, non. Non. Voilà. Pour l'instant, CSRD, on attend de voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé dans les années à venir. Voilà, j'irai dans les objectifs. Voilà, on va continuer le déploiement sur nos 2 sites de Bourgogne et d'Aquitaine. On veut impliquer le plus, on veut fédérer donc avec l'ensemble de nos collaborateurs. Donc il y a déjà pas mal de boulot dans ce cadre-là. On est parti du CODI, on a descendu, mais voilà. Donc si vous croisez un salarié Vézère et vous lui demandez voilà la RSE pour vous c'est quoi? Voilà, on a présenté la démarche, on a eu un certain nombre de choses, mais voilà, on n'en est pas encore arrivé à ce que chacun prenne sa partie à son niveau à lui. Donc là, on a encore du boulot, et c'est là-dessus plus une priorité d'amener tout le monde à comprendre. Voilà, c'est ça. Infuser, faire en sorte que toutes les strates de l'entreprise aient connaissance de votre démarche et qu'il y ait une animation des équipes sur le sujet. Bel enjeu pour Vézère. Bravo pour cette démarche. Nous, ça a été un plaisir de vous avoir accompagné sur le sujet au niveau des équipes d'entreprises engagées. Pareil avec Pierre Dubosclar, le chargé d'affaires de BPI France, ça a été un plaisir d'échanger avec lui sur le volet des dispositifs et en particulier les 2 dispositifs Conseil RSE et Diag Décarbonation. Pour la suite, Sylvain, dernière question. Ça te fait quoi maintenant d'être de l'autre côté et plus à l'écoute et participant de ce webinaire, être donc celui qui témoigne et qui partage son expérience? Ça fait quoi? C'est un petit peu, voilà, 2 ans plus. Non, mais c'est ça ce qui est un petit peu, étonnant. C'est 2 ans plus tard le fait de s'être dit, bah non, c'est pas pour nous. Et puis 2 ans plus tard, d'expliquer un petit peu la démarche, modeste, mais en tout cas, voilà. Donc on a les résultats donc au travers de nos certifications, obtention de nos médailles. Donc argent aujourd'hui, voilà, c'est une certaine fierté pour l'entreprise. Même chose, c'est quand même valorisant d'avoir une reconnaissance extérieure, comme quand on a des clients qui viennent nous visiter en disant ah bah oui, on est surpris, on s'attendait pas à ça. Là on a une reconnaissance de l'extérieur. Je trouve que c'est vachement valorisant pour l'entreprise. Et pour toi personnellement, c'est aussi oui, comme tout chef de projet, donc quand on réussit à tenir ses objectifs, quand on réussit à avoir une réussite comme ça, forcément c'est motivant. bon. En tout cas, bravo. Bravo, merci Sylvain, merci Stéphanie, merci à chacun d'entre vous pour votre participation, pour toutes vos questions. J'ai vu qu'il y en avait encore pas mal auxquelles on n'a pas pu répondre, mais on va essayer de le faire. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous le souhaitez. Voilà, il y a nos coordonnées à Stéphanie et à moi qui s'affichent là, ou à nous retrouver via LinkedIn. En tout cas, ça a été un plaisir d'animer cette session avec vous. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bonne continuation à toutes et à tous et lancez-vous.